Romaric, j'ai cru comprendre que c'est une chanson importante pour vous. Ouais, c'est une chanson qui est sortie en 2002, l'année de mon coming out, et c'est un moment quand même important dans la vie d'un homo. Ouais. Pourquoi? Parce que on a besoin de parler, de dire sa sexualité comme ça. Donc je me vois avec ma maman à la gare. Je savais que j'avais un train, ce qui m'arrangeait bien parce que j'avais dit avant mon train, il faut que je lui dise. Donc il a fallu que je lui dise. Donc l'heure du train approchait. Et j'ai dit, maman, je suis homosexuel. D'accord. Et elle a eu les larmes aux yeux. Elle m'a dit, protège-toi. Et puis j'ai pris mon train. On n'en a jamais reparlé, mais sauf que, en fait, elle l'a dit à tout le monde, et maintenant elle prend un grand plaisir dès que quelqu'un me demande, alors Romaric, il est marié, fait bah non, enfin il a un copain, quoi, voilà. Et donc c'était une libération pour vous. Ah bah pour total, moi oui, total. Et je pense pour elle aussi, ouais. puisque le fait que je lui dise, enfin, puisque je pense qu'elle le savait quand même. Ouais. Donc c'est important cette période du coming out. Donc je sais pas si pour vous, j'imagine aussi, enfin, est-ce que quelqu'un veut réagir au coming out? Eh bien non. Bah c'est un moment important en tout cas. Pour vous, c'était important comme moment, le fait que entre guillemets publiquement que ça sache que. Peut-être en Chine, pour les Chinois, je pense que en Chine c'est peut-être comme la France il y a 5 ans, 70 ans, donc c'est encore il y a une très forte pression familiale, sociale, donc c'est encore très délicat. Donc j'ai aussi interrogé et demandé beaucoup de jeunes gays chinois en Chine, et eux donc ils ne souhaitent pas du tout de faire leur coming out. Il y a un sondage qui est sorti tout récemment. Peut-être il y a seulement moins de 5% de jeunes chinois homosexuels qui ont fait leur coming out. Donc c'est encore ça reste tabou encore, ouais, fortement. Tabou. Vous, Olivier? Est-ce que... Moi, il y a longtemps qu'il a été fait. J'imagine, mais est-ce que vous gardez en tête ce moment Je crois que enfin pour moi, ça a été un moment important, et c'est véritablement un moment de libération. C'est-à-dire à partir du moment où on a fait ce coming out, on peut être soi. On n'a plus besoin de cacher quoi que ce soit. Aucun pan de sa vie. On n'a plus besoin de s'inventer des activités, des amis. Tout d'un coup, on peut véritablement être soi avec ce qu'on aime, puisque le coming out, c'est en partie avec sa famille. C'est pas uniquement ça, mais c'est en partie avec sa famille. Et le jour où on arrive à faire ça, c'est ça. On est à 100% avec ce qu'on aime. Je pense qu'à recevoir, c'est quelque chose de très difficile. Pour des parents, c'est quelque chose de très difficile parce qu'ils nous ont construit une vie idéale, celle que voilà. Donc une vie idéale, c'est hétéro, par exemple, pour les parents. Et je pense que malgré tout, pour beaucoup de parents, la vie idéale, ça reste ça. Même si certains exemples montrent que les couples hétéros ne sont pas forcément des couples idéaux. Quand on a 12 enfants qu'on a enchaînés, par exemple. Bon, ça, oui, c'est le cas extrême. Ça peut être un cas extrême, mais bon, moi, quand on me dit un papa, une maman, par exemple, aussi, oui. Voilà, ce sont d'autres sujets mais qui sont quelque part un peu liés, puisqu'effectivement, le modèle reste le couple hétéro, enfin, c'est l'hétéronorme. On a des exemples autour de nous qui nous montrent que non, pas forcément. Mais oui, pour revenir au sujet, oui, c'est quelque chose de très important. Je vois que Su Wang voulait réagir. Oui, en fait, c'est vrai, comme Olivier dit, pour moi aussi, je trouve que, en fait, avant coming out, j'ai longtemps, j'ai l'impression qu'il y a eu une double vie. Donc, en plus, jusqu'à aujourd'hui, j'ai l'impression, le coming out, c'est un processus, je veux dire, c'est pas un moment, c'est sans arrêt. C'est sans arrêt. Auprès de qui, auprès de parents, et puis ces parents sont faits, il y a des qui on va dire, qui on va pas dire. Donc il faut bien gérer ce cercle amical pour choisir qui on va dire et puis dire jusqu'à quelle mesure. C'est la même chose. Donc c'est un travail permanent. Je pense quand on est dans une société, voilà, il y a encore la discrimination, c'est toujours c'est un travail au bout de notre vie. Je sais la société ne change pas totalement. Donc personnellement, finalement, après je trouve c'est très lourd de porter ce secret, trop secret auprès de tout le monde, à part quelques amis très proches, elles savent. Et puis finalement, j'ai pensé beaucoup.
au mois coming out de mes parents. Après, et en plus, on est à partir de 27 ans, 28 ans, et on a la grande pression de mariage. Voilà, donc je sais que mes parents attendent l'enfant unique. Donc ça, c'est pas que pour les femmes, pour les hommes aussi. Donc, et puis après, mais j'ai toujours pas fait. Et jusqu'à, après ma thèse, en fait, j'ai une longue période être malade. Donc, c'est un peu obligé. Donc, ma mère, elle s'inquiétait, je peux plus mentir. Donc, finalement, ma mère est venue en France. Donc, c'est comme ça, elle a rencontré Véronique. Elle a vu Véronique. Et puis, elle a vu que je suis bien, elle s'occupe bien de moi. Et après, avant de partir, elle a dit que maintenant, elle inquiète moins. Ah. Mais ma mère est médecin, donc elle a dans sa tête, c'est homosexualité, c'est contre nature, c'est une maladie, tout ça. Elle essaie de se convaincre, de dire non, voilà, c'est pas vrai. Jusqu'à aujourd'hui, elle arrive pas. Ça veut dire, ça fait déjà 16 ans. 16 ans, elle a du mal à l'accepter encore. Voilà. Et puis après, j'ai caché longtemps auprès de mon père. Donc avec ma mère, on est menti auprès de mon père pendant tous ces ans. C'est 2017, la dernière fois en l'été, je suis rentrée en Chine. Là, j'ai dit à ma mère, mais il faut on lui dit parce que ça va pas du tout là, on peut plus. En plus, mon père a déjà rencontré Véronique en France, et puis on joue colocataire pendant un mois et demi. Et puis mon père est très content de Véronique aussi. Elle dit que c'est ta grande sœur. Vous s'entendez bien, tout ça, mais il faut tu trouves un homme comme elle qui s'occupe si bien de toi. Voilà. Et tout ça. Et puis finalement, j'ai fait mon coming out auprès de mon père cet été, et puis il a pas mangé pendant un jour, et puis il ne parle plus. Et puis il est vraiment mal, et puis j'essaie de parler tout ça. Finalement, en fait, j'ai essayé de comprendre pourquoi il accepte pas. Parce que pour ma mère, je sais, c'est parce que c'est tout son l'éducation, enfin tout son métier, tout ça. Mais mon père, finalement, je comprends, c'est une croyance sur la forme de la famille. Donc, il comparait tout. Il dit que quelle différence entre voilà, moi et Véronique, on est la famille, et la famille hétéro, quelle différence? Il a dit que c'est vrai, il n'y arrive pas de cette différence, mais en même temps, il a dit non, la famille, c'est un homme plus une femme. Il a répété. Donc, pour moi, finalement, j'arrive pas à le changer parce que c'est sa croyance. Donc, finalement, on reste là. Voilà. Merci beaucoup. Un témoignage, oui. Non, je pense qu'on va terminer là-dessus, cette belle émission. On va rappeler quand même donc à nos auditeurs la semaine LGBT franco-chinoise qui se tient donc à Paris du 1er au 16 février 2018. C'est cette année, c'est la semaine prochaine. Olivier Seudre, donc actugay.com, et vous avez parlé d'une appli qui va nous aider à trouver des bons restos. Petits restos. Moi, ça m'intéresse. Il y a la volonté de développer une communauté autour de la restauration asiatique et de donner un volet un peu pédagogique à cette application en lui permettant de présenter toute la gastronomie asiatique et en provoquant des croisements. Permettre de découvrir peut-être aussi la gastronomie coréenne, la gastronomie laotienne. Voilà. Et donc, bien sûr, cette semaine LGBT. J'avais une question, une dernière. Est-ce qu'il y a un projet de semaine LGBT franco-chinoise en Chine ? Oui, j'avais longtemps réfléchi. Donc, on aimerait bien organiser la semaine LGBT française à Pékin et à Shanghai. Donc, on est allé à Pékin rencontrer l'ambassade de France à Pékin. On espère bien que ce projet pourra aboutir. D'accord, on suivra ça avec attention. Puis, on va suivre. Et Véronique, donc à vous toujours vos traductions communes. Vous êtes passionné de science-fiction et bientôt une édition dans un magazine. La passionnée de science-fiction, c'est Sue. Et vous l'aidez à traduire. Exactement. Voilà, donc j'ai toujours passionnée par science-fiction, et puis en fait j'ai déjà fait traduction plutôt de français vers le chinois, mais plutôt pour les œuvres sciences humaines français. Donc là après j'ai dit que c'est bien, j'ai fait je deviens bon pour la science-fiction chinoise aussi, vice-versa. Donc là je commence à travailler vraiment sur la traduction de science-fiction chinois. Donc notre
première nouvelle va bientôt sortir. Voilà, le nom de la revue s'appelle L'Angle Mort. L'Angle Mort, voilà. Ça, c'est une revue sur l'internet. Voilà, il y a page, tout ça, il y a. Et nous, Alessandra, alors on parlera d'amour oui, très bientôt. Mais oui, absolument, le 13 février à la veille de la Saint-Valentin. Donc, stay tuned, branchez-vous le 13. On parlera encore d'amour franco-chinois, entre autres. Franco-chinois, voilà, couple mixte toujours. Et vous pourrez écouter cette émission consacrée à la semaine LGBT chinoise à Paris ce soir à 21h sur LCF. À bientôt. Merci beaucoup.